On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la journée porte ouverte à la polyvalente Chanoine-Armorasco. C'est le mercredi 24 septembre de 18h30 à 20h et on en profite également pour faire les préadmissions pour le programme PEI, Programme d'éducation internationale. Et 2 semaines après, je pense qu'il y a les examens aussi d'admission. C'est un bon moment si vos enfants sont en 5 ou en 6e année du primaire et qu'ils sont déterminés pour aller à la polyvalente Rasco pour leur secondaire 1 à 5, bien, c'est un bon moment pour aller visiter l'école, parents-enfants, aller visiter, voir un peu les installations et tout ce qui s'y passe. Mais d'abord, parlons des coupes budgétaires dans le monde de la santé, de l'impact ici dans la région du Richelieu-Rouville, abolition de 80 postes d'infirmières et d'infirmières auxiliaires. Le syndicat, évidemment, dénonce la situation. Il y a un contexte fort difficile actuellement dans le monde de la santé, principalement ici dans la région du Haut-Richelieu-Rouville. Vous avez probablement vu ou entendu ces vagues de coupures. On parle d'abolition, de coupures de 80 postes d'infirmières. Évidemment, le syndicat a réuni un peu ses troupes. Avec nous pour en parler, la présidente Sylvie Jovin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, d'abord, le syndicat des professionnels de la santé au Richelieu-Rouville, ça regroupe combien d'employés? Tout dépendant des périodes, on est à peu près 1350, 1400. Et le regroupement, c'est des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes. Bon. De ce nombre, il y a combien d'infirmières parmi les 1400? Je vous dirais que c'est autour de 800, entre 8 et 900. Ça dépend toujours des périodes. Infirmières et infirmières auxiliaires? Non. Infirmières, 800. Inhalothérapeutes, si je me souviens bien, au niveau des derniers chiffres, c'est autour de 100. Puis les infirmières auxiliaires, c'est 400, je calcule bien, là, 450. Les problèmes financiers du C3S au Richelieu-Rouville sont connus quand même depuis un certain temps. On le sait, l'année passée, on a fait des entrevues avec Mme Lessard ou différents directeurs de services. On parlait d'un manque à gagner de 3, 4 ou 5 millions. Et là, on le voit en même temps, le gouvernement libéral de M. Couillard qui est en train de préparer son budget, puis on envoie le message au ministère, qu'il l'envoie aux agences, qu'il l'envoie au C3S. Bref, on n'est pas dans le trèfle à 4 feuilles. Là. On le sait qu'il y a un problème de finances publiques et visiblement, la santé y écope parce qu'elle prend un gros morceau. Le nouveau ministre de la Santé essaie de négocier avec les médecins pour essayer d'étaler les augmentations qu'on avait accordées. Bref, c'est pas facile. Maintenant, en fait, il y a 2 questions que je me pose. Bon, oui, il y a un problème de finances ici même au C3S, il y a un manque à gagner. Mais il y a un aspect, moi, que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est peut-être un peu démagogique, mais d'un côté, on agrandit l'hôpital de presque de la moitié, puis là, on va couper 80 postes d'infirmières. Qu'est-ce que vous a dit la direction pour justifier ces coupes? Mais juste, vous rectifiez, c'est 80 postes d'infirmières et d'infirmières auxiliaires. C'est les deux types d'emplois. Oui. De toute façon, on a souvent fait référence à l'agrandissement parce que juste par rapport aux soins intensifs, au permis, pour l'agrandissement, on a 18 lits de soins intensifs. À l'hôpital, actuellement, on a 15 lits de soins intensifs et considérant les coupures, on va réduire à 13. Mais ce qu'on nous dit, c'est que le budget d'agrandissement puis le budget de roulement qu'on a actuellement, c'est pas la même chose. C'est 2 enveloppes. Oui, c'est 2 enveloppes budgétaires. Mais nous, on a la préoccupation, je vous donne l'exemple des soins intensifs, c'est si on coupe des lits, on coupe des postes, on coupe de l'expertise. Et dans les spécialités, je vous dirais qu'on a des vagues où est-ce qu'il faut faire du recrutement, renforcer le recrutement, parce que les gens sont en temps supplémentaire. Temps supplémentaire obligatoire. Puis, si on continue à couper des postes, mais l'expertise qu'on a aux soins intensifs, on va la perdre. Il s'est consommé combien d'heures de temps supplémentaire dans la dernière année? 70 000 heures. Ça correspond à combien de jobs à temps plein, ça? L'équivalent à temps plein, honnêtement, je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai fait au niveau des conversions, des discussions, mais c'est 70 000 heures en temps supplémentaire. Et au niveau de l'abolition des postes, ça équivaut à 72 500 heures. Là, si je comprends le calcul, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va éliminer le temps supplémentaire? On ne comprend pas comment il va se faire, l'élimination du temps supplémentaire. Parce que là, si on élimine 80 postes, donc ce qui équivaut à 72 000 heures, oui. Puis là, sans compter que l'année passée, il y avait eu 70 000 heures en temps supplémentaire, qui va écoper? Puis là, il y a les médecins qui sont en train de se rebeller aussi. Oui. Écoper, je vous dirais que ma préoccupation, pour l'instant, avec la fermeture des lits qui est annoncée, puis la mise en œuvre de la médecine ambulatoire, c'est que c'est l'urgence qui écope.
des patients dans les corridors. Donc, si la structure de poste à l'urgence n'est pas faite en considération qu'on augmente les lits, qu'on utilise les corridors, à partir du moment où on augmente les civières à l'urgence qui ne sont pas au permis, c'est du temps supplémentaire ou du surplus à la structure de poste. Puis en plus aussi, ce qu'on vivait dans la dernière année, c'est des patients dans les corridors des centres d'activité. Quand on parle de la pédiatrie, en chirurgie, en médecine, on était rendu à mettre des patients dans les corridors, ce qu'on ne voyait pas nécessairement il y a 3-4 ans. Là aussi, il y a tout le phénomène de la supplantation chez vous, parce que, bon, évidemment, c'est un milieu syndiqué, il y a l'ancienneté. Dans le fond, celles qui vont écoper, c'est les dernières rentrées, là. Les plus jeunes en ancienneté dans le secteur qui est coupé. Ça ne veut pas nécessairement dire... Par secteur. C'est par secteur. Si on regarde la pédiatrie, c'est les plus jeunes du centre d'activité de jour qui vont être coupés, de soir et de nuit. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est les plus jeunes du C3S qui vont être coupés. C'est réellement par secteur. Par secteur. Je donne un exemple concret. Il y a environ 2 semaines, ma mère a eu un petit accident, s'est fracturé le poignet. Elle a été finalement opérée en fin d'après-midi. La salle de réveil étant fermée, on l'a envoyée au 5e étage dans le corridor pour vérifier les signes vitaux pour finalement la sortir à 23 heures le soir. Et la jeune fille, l'infirmière auxiliaire qui s'occupait de ma mère, on a parlé du sujet, me disait qu'elle-même allait être coupée. Donc, moi, ma question que je me suis posée, c'est bon, là, cette jeune fille-là s'occupe de ma mère, mais si elle est coupée, qui va s'occuper de ma mère dans une situation similaire? C'est la question qu'on se pose. Quand la salle de réveil est fermée après 21 heures, on va les envoyer où? On va les garder dans des lits? Je ne sais pas. C'est des questions qu'on se pose. À quel moment ce plan-là sera-t-il en exécution? Au niveau des rencontres, ça a commencé début août à rencontrer les gens. Puis nous, on nous disait que c'était pour être à la mi-septembre. En date d'aujourd'hui, ce que j'ai eu comme information en fin de journée, c'est qu'au bureau, on a eu l'annonce des coupures. Je sais qu'en CHSLD, l'objectif de la direction, c'est de commencer autour du 5 octobre. Par contre, en commençant autour du 5 octobre, ça ne respecte pas les clauses de la convention collective qui nous dit qu'il faut être avisé 30 jours à l'avance. Donc, il va y avoir encore des discussions à faire par rapport à la procédure. La supplantation, écoutez, ça crée de l'insécurité. Parce que c'est un effet de cascade, là, oui, parce que c'est, en fait, comme on dit en anglais, c'est le phénomène du bumpage, c'est ça? Donc, on bump, puis l'autre, il bump, puis l'autre, il bump, puis là, à un moment donné, ça descend dans la structure. Oui. Comme vous dites, c'est du bumpage, mais en plus, c'est une perte, pour le C3S, c'est une perte d'expertise. La pédiatrie, c'est une spécialité. S'occuper des enfants, piquer les enfants, avoir la vigilance par rapport à un enfant, c'est une spécialité. Dans le territoire de la Montérégie, est-ce qu'il y a d'autres C3S qui ont provoqué comme ça des vagues de coupures ou est-ce qu'on est le seul C3S aux prises avec ça en ce moment? Pour l'instant, Montérégie, je vous dirais que, à ma connaissance, on est celui qui commence les vagues. Je sais qu'à Gatineau, c'est très, très actif là, par rapport aux coupures. Puis les gens sont très mobilisés, la population est mobilisée par rapport à ce qui se passe. Mais pour en venir à la Montérégie, je pense qu'on est... Bon, parlant de mobilisation, il y en a une du côté syndical, évidemment. Là, vous avez eu différentes rencontres. D'ailleurs, vous avez eu beaucoup de vos membres là, qui ont participé à ça. Là, on a vu la sortie publique là, des médecins. C'était à prévoir. Mais bon, est-ce que vous pensez que cette mobilisation-là va faire plier les chaînes de la direction, du conseil d'administration ou ultimement de l'agence ou du ministère ou du gouvernement? Est-ce que vous sentez que la mobilisation peut avoir un impact sur le plan de coupure? Là? Je pense autant la mobilisation médicale que la mobilisation des syndicats et de la population peut faire en sorte qu'il va y avoir des changements par rapport à la décision qu'ils ont faite. Du côté médical, de dire que je le savais que c'était pour arriver là, c'était pas évident pour nous. Parce que nous, ce qu'on s'est fait dire au niveau des rencontres, c'est que les médecins étaient en accord, les chefs de département de la pédiatrie étaient en accord avec ça. Ça a été dit à nos rencontres syndicales et ça a été dit aux gens, je donne l'exemple de la pédiatrie qui ont été rencontrés en groupe, ça leur a été dit à eux aussi. Donc, ce que les médecins ont fait par rapport à la sortie dans le journal, c'est de dire ce qu'eux autres avaient, comment ils voyaient ça. Mais pour nous, du côté syndical, on s'attend aussi à ce que la population se mobilise avec nous parce que
C'est sûr que si on regarde juste au niveau syndical, c'est des postes, c'est des gens qui vont être supplantés. Il y a des gens, pour les infirmières auxiliaires, il va y avoir une précarité d'emploi. Il y a des infirmières auxiliaires qui travaillent 4-5 jours par 2 semaines. Et à la fin juin, on avait plus de 66 infirmières auxiliaires. Bon, l'autre affaire là-dedans aussi, on le sait, dans les dernières années, le C3S menait des campagnes de recrutement. Oui. Fait que là, ça veut dire qu'on a recruté du monde, c'est probablement ceux-là dont on va se défaire. Puis là, le monde, ils vont aller quoi? Ils vont aller à Châteauguay, ils vont aller à Longueuil, ils vont aller à Montréal. Donc, cette jeune relève-là qu'on avait ici, on ne l'aura plus, là. Mais au niveau de la direction, il y a eu une note de service à l'effet qu'il n'y a pas personne qui serait mise à pied. Sauf que, moi, comme je l'ai dit tantôt, c'est la précarité de l'emploi. À travailler avec... On va retomber sur des listes de rappel, c'est ça? Bien, non, c'est que tout le monde, toute notre catégorie infirmière auxiliaire, inhalothérapeute, à l'embauche, ont un poste. Ce poste-là peut être 4, 5, 6 jours par 2 semaines, donc 2 à 3 jours par semaine. Ce que les gens, pour arriver à avoir des 5 jours, mettent une disponibilité additionnelle. Mais cette disponibilité additionnelle-là, il faut qu'il y ait des besoins pour pouvoir la combler. Mais avec ce qui se passe, nous, notre inquiétude, c'est que les gens se limitent à leur poste actuellement de 4 ou 5 jours par 2 semaines. Je reviens à ce que je disais tantôt par rapport au temps supplémentaire. Parce que là, disons que oui, on applique là, la coupe des 80 postes, ce qui correspond à 72 000 heures de travail. Mais là, dès que le système va être en rupture, forcément, le temps supplémentaire va revenir. Quand il va y avoir un besoin imminent, là, puis que, bon, je ne sais pas, il y a un patient, puis on ne peut vraiment pas s'en défaire, là, il faut s'en occuper, ça va être quoi? Le temps supplémentaire va revenir au rendez-vous? Je ne sais pas comment ils vont éliminer le temps supplémentaire en faisant ça. Puis j'imagine aussi que si on coupe des lits en pédiatrie ou on coupe des lits en médecine, vous savez, si on recule d'une 15-20 ans, les chambres privées dans l'hôpital, on avait dans tous les centres d'activité. Si on les a doublées, il y a 2 patients par chambre dans des chambres privées qu'on avait autrefois, c'est parce qu'il y avait un besoin. Mais là, on va les enlever. Puis là, en tout cas, j'aimerais ça qu'on se reparle dans 6 mois, 1 an, pour voir ce ils en sont rendus, ces chambres privées-là. Bon, là, en plus, la directrice générale, Mme Lessard, a annoncé son départ. Donc, il va y avoir un changement de direction. Il y a eu un changement aussi au niveau du conseil d'administration. Donc, c'est un climat, évidemment, qui n'est pas évident. Au niveau de la mobilisation, avez-vous des rencontres prévues, des manifestations? De quelle façon les citoyens peuvent-ils se mobiliser pour vous? On a une pétition qu'on fait signer de papier pour l'instant qui demande au gouvernement de dire au C3S de revoir ses plans de compression puis d'arrêter l'abolition des postes d'infirmières auxiliaires. C'est une pétition papier. À court terme, il devrait avoir une pétition en ligne aussi. Et la prochaine mobilisation qu'on demande aux gens, puis de toute façon, on a j'ai eu une rencontre avec les 2 autres présidents du syndicat de la PTS et de la CSN. Ce qu'on demande à la population, c'est de nous supporter avec le carré bleu. Comme il y a déjà eu avec les étudiants le carré rouge, le carré bleu, c'est pour les compressions budgétaires au niveau de la santé. Et le 29 septembre, avant le conseil d'administration, on demande aux gens de venir nous rejoindre à 17 h, juste en avant du CLSC Vallée-des-Forts. Madame Jovin, merci beaucoup. Merci. Bonne chance dans votre combat. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'une journée porte ouverte à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30. Avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Beta, version 3.0, de retour cet automne.
Journée porte ouverte le mercredi 24 septembre, donc dans quelques jours à peine, du côté de la polyvalente Chanoine-Armaresco à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour nous en parler, directeur adjoint Pascal Vaillancourt, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. C'est un événement important dans une école parce que là, vous venez juste d'amorcer la rentrée scolaire que déjà, vous devez passer à l'année suivante. Oui, absolument. Malgré le tourbillon de la rentrée, on prépare l'arrivée de nos nouveaux élèves. On est fiers de leur montrer notre école. Alors, les portes ouvertes, c'est vraiment pour donner le goût aux enfants là, qui sont actuellement en 5e, 6e année, d'entrer à la grande polyvalente Armaresco puis de voir la somme d'activités, de services, de programmes qui sont offerts à Armaresco. C'est une vitrine, dans le fond, là, pour les élèves du secteur. Bon, parfois, une polyvalente, ça fait peur au monde. Des fois, ça fait plus peur aux parents qu'aux enfants. Je crois que oui. Moi, j'ai fréquenté la polyvalente, mais dans les années où on ne faisait que le 3, 4 et 5e secondaire. On faisait secondaire 1 et 2, soit à Boutier ou à Bourgeois. Là, évidemment, on est dans une autre époque. Donc là, chez vous, c'est du 1 à 5. Oui. Donc, il y a des jeunes de 12-13 ans qui fréquentent des méchants jeunes de 16-17 ans. Oui, mettons ça entre guillemets. Comment ça se vit à l'interne? Parce que moi, j'étais du côté de Saint-Jean quand j'étais jeune, alors que du côté de Marcel-Landry à Iberville, il y avait du 1 à 5. Ouais. Et là, les parents trouvaient ça bien épouvantable. Bon, autre temps, autre mœurs. Comment ça se vit à l'intérieur des murs quand des jeunes de 12-13 fréquentent des jeunes de 16-17? Ça se vit très bien. Je vous dirais qu'on a l'impression que ce sont de petites écoles dans une grande école, en ce sens où les secondaires 1 ont une équipe dédiée à eux, un groupe d'enseignants qui les encadrent très bien, des professionnels, du personnel de soutien, des activités qui leur sont dédiées. Alors, c'est loin d'être intimidant. Ils sont accueillis lors des portes ouvertes, ils sont accueillis lors d'une soirée d'accueil avec leurs parents lors de la rentrée. On les tient par la main lors de leur entrée à la polyvalente. Et quand ils voient la somme d'activités qui sont offertes, parce que c'est ça l'avantage aussi d'être dans une grande polyvalente, la somme des activités est d'autant plus grande. Alors, c'est très intéressant pour des nouveaux arrivants. Bon, la porte ouverte, c'est mercredi le 24. Est-ce que c'est toute la journée ou la soirée principalement? La soirée, l'accueil se fait à partir de 18h30. Ça se déroule jusqu'à 21h. À ce moment-là, c'est une visite qui va se faire à 2 niveaux. Alors, soit autonome, soit guidée. Donc, les enfants avec leurs parents qui vont se présenter vont avoir l'occasion d'être accompagnés par des élèves de notre école et certains membres du personnel pour visiter l'ensemble du bâtiment. Donc, se familiariser avec les aires publiques, se familiariser avec toutes les installations, que ce soit auditorium où vont se dérouler les cours d'art dramatique, les locaux de danse, les gymnases, les laboratoires, les locaux d'art plastique. Alors, ça va leur permettre là, de voir l'ensemble. S'ils ne veulent pas être guidés, alors là, c'est une visite autonome où on va leur remettre le plan de la polyvalente et ils vont pouvoir faire ça à leur guise. En cours de route, ils vont pouvoir aussi s'arrêter à certains kiosques qui vont être tenus par des professionnels, entre autres, qui vont leur exposer tous les services qu'on peut leur offrir. Alors, les activités, entre autres, parascolaires, les activités du midi, tous les programmes de soutien. Donc, il y a beaucoup à se mettre sous la dent lors de cette soirée-là. Il y a quelques années, j'avais assisté à l'inauguration des nouveaux locaux qui sont dans le fond, où il y a notamment les laboratoires pour les infirmières auxiliaires. Oui. Évidemment, à une certaine époque, c'était en dessous, là où il y avait la musique et tout ça. Donc là, même la musique, ça a changé aussi. Donc, pour les gens qui ne sont peut-être pas allés depuis plusieurs années, il y a quand même des installations, je dirais, à la fine pointe, là, côté musique, puis notamment les infirmières. C'était assez impressionnant. Oui, absolument. Les infirmières font partie plus du secteur professionnel de la polyvalente. Maintenant, c'est 2 institutions en une, si vous voulez. Alors, les portes ouvertes pour le 24, c'est pour le secteur jeune. Alors, je présume que le secteur professionnel fera aussi ses propres portes ouvertes, mais ces secteurs-là ne seront pas ouverts là, lors de cette soirée-là. C'est exclusivement pour nos futurs arrivants. Exactement. Bon, vous profitez également de cette porte ouverte pour amorcer, dans le fond, les préadmissions pour le programme PEI, le programme d'éducation internationale. Après quoi, il y aura, je pense, les examens d'admission en octobre? Exact, c'est bon de le mentionner. Lors de la soirée de porte ouverte du 24 septembre, les parents vont pouvoir déjà remplir le formulaire d'inscription pour les tests d'admission qui vont se dérouler le 4 octobre. Je tiens à vous donner l'heure aussi le 4 octobre, c'est de 8h30 à midi.
C'est très bien organisé. Les tests d'admission pour le programme d'éducation intermédiaire, qu'on appelle aussi programme d'éducation internationale, sont réalisés par une firme spécialisée. Alors, c'est important de procéder à l'inscription pour que des examinateurs là, puissent être là pour les accueillir et les évaluer. Bon, le PEI est à Racicot depuis quoi, 5-6 ans maintenant? C'est l'école pionnière du PEI à la commission scolaire. Ça fait même plus de ça. Plus de ça, parce que c'est qu'en fait, je pense qu'il y a 5-6 ans, on l'a ouvert à un plus grand territoire, là, parce qu'à un certain moment donné, il y avait Landry qui en offrait, il y avait du côté aussi est de la commission scolaire, donc là, la clientèle est plus élargie. Oui. Là, dans le fond, vous avez eu quelques cohortes, évidemment, qui a fait les 5 années complètes, donc ça, c'est déjà fait, c'est déjà acquis. Le PEI, en soi, c'est quoi comme programme? Alors, il faut savoir, ça ne s'appelle pas le baccalauréat international pour rien. C'est un programme qui s'offre dans le monde entier, qui est connu et reconnu pour la qualité de l'enseignement qui est dispensé et pour le développement complet d'un être humain. Parce que c'est basé sur le développement de qualité chez un apprenant. Alors, tout au long de son parcours, on va s'assurer que l'élève développe, oui, des solides connaissances, mais va aussi devenir un jeune qui est capable de générosité, qui est altruiste, qui va s'engager dans sa communauté, parce que le bénévolat prend aussi une place importante. Il y a 90 heures de bénévolat à faire là, le long de ces 5 années du secondaire. Donc, c'est important de comprendre que, oui, on est à la recherche d'enfants qui sont motivés, qui ont de solides connaissances académiques, mais qui sont aussi très ouverts sur le monde. Donc, il y a des voyages aussi au travers de ça. Oui, ça accroche beaucoup les élèves du primaire quand on les rencontre dans leur classe pour leur parler du PEI. Il y a des voyages à chaque année, ils sont très variables d'une année à l'autre, mais habituellement, ça culmine là, en 5e secondaire avec un voyage dans un pays hispanophone. Par exemple, le Costa Rica, là, dans les 2 dernières années. Là, ce voyage-là, c'est, oui, bien sûr, touristique, mais c'est aussi pour faire de la coopération internationale. Il y a combien de classes en PEI secondaire 1? Vous avez 3 groupes, 100 personnes? Exactement. Il y a 3 groupes pour chacun des 5 niveaux. Donc, ça nous fait une quinzaine de groupes de plus de 30 élèves. Donc, on forme énormément de jeunes avec ce programme. Bon an, mal an, vous avez combien d'inscriptions pour la centaine de places que vous avez? C'est très variable. Je vous dirais que les plus petites années, ça tournait autour de 120-130 élèves jusqu'à près de 180 pour certaines années. Donc, dépendamment de l'affluence, là, ça joue autour de ça pour à peu près, vous le disiez, 90 élus. Puis être dans le PEI, en même temps, c'est un privilège, donc il faut maintenir un certain rendement. Oui, un certain rendement, puis être digne, ni plus ni moins, des qualités d'un apprenant qui est recherché. Donc, on cherche, oui, des enfants là, qui sont habiles à l'école parce que le programme se déroule très rapidement. Certaines matières académiques sont condensées, donc ça prend des jeunes là, qui sont capables de suivre le rythme, mais on veut aussi des jeunes là, qui sont intègres, qui sont bons communicateurs, puis qui respectent nécessairement les règles de vie. Bon, en même temps, si on revient à la polyvalente en tant que telle, avantages ou désavantages, ça dépend de quel côté on est. Évidemment, vous avez un accès privilégié à la piscine Claude-Raymond. Oui. Via un merveilleux tunnel qui était en construction à mon époque, donc moi, je n'ai pas pu en bénéficier. Pas sûr que tous les enfants aiment ça nécessairement, avoir des cours de natation. Les parents aiment bien ça. Mais ça, c'est un avantage quand même, là. Ah, absolument. Les installations à la polyvalente, juste quand on dit aux enfants là, qui vont arriver à notre école qu'il y a 4 plateaux de gymnase qui ont accès possiblement à une aréna, à une piscine, à des terrains formidables, ça frappe l'imaginaire, surtout quand on part d'une petite école. Oui. Donc, de 18h30 à 21h, le mercredi 24 septembre. Donc, l'accueil se fait, je présume, par des élèves de l'école et le personnel. Oui, absolument. Donc, les élèves du PEI aussi. Les élèves du PEI, bien sûr. Donc, les gens se voient remettre un plan ou sinon, il y a des visites accompagnées. Absolument. Et là, on fait le tour du bâtiment, parce que, bon, il y a beaucoup de classes, là, notamment au 2e étage. Là. Mais ce qui impressionne l'œil, souvent, c'est les autres locaux. Là. Ah, vraiment. Vraiment. Ça va vraiment leur permettre de comprendre tout l'éventail de ce qu'ils vont pouvoir vivre dans notre école. Et ça, là, c'est extrêmement motivant. Même pour nous, de les voir arriver. J'ai vécu ma première rentrée à Racicot cette année. J'ai été absolument
frappés par la qualité des services qui sont offerts à Resco. Et ça s'adresse principalement, donc, oui, aux parents des enfants de l'école, mais aussi à ceux de 5 et de 6e année qui, dans 1 an ou 2 ans, vont devoir fréquenter cette école. On s'adresse vraiment aux élèves de 5e et 6e année, justement pour qu'il y ait un dialogue qui se passe là, entre l'enfant et son parent, parce que les offres éducatives d'écoles différentes sur notre territoire sont très alléchantes. Parce que là, vous desservez principalement quoi? Normandie, Saint-Luc? C'est un peu plus ouvert que ça. Ouais. À la commission scolaire, il y a 3 pôles de services pour le PEI, entre autres. Il y a le secteur de Marieville à Euclide-Théberge, il y a le secteur de Marcel-Landry à Iberville et notre secteur là, qui ratisse là, tout le secteur, vous le disiez, là, de Saint-Luc, entre autres, puis une partie de Saint-Jean. Bon, et là, vous êtes rendu à quoi? 1700 élèves à peu près? Un petit peu moins. On est rendu autour de 1500 élèves, mais bien sûr que si on additionne la formation aux adultes, la formation professionnelle, ça fait une très grosse école. Le rendez-vous donné pour le mercredi 24 septembre, 18h30 à 21h, porte ouverte à Armand-Resco et aussi les préadmissions pour le programme PEI. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous revient avec le Babillard quotidien. Les Journées de la culture sont de retour un peu partout au Québec les 26, 27 et 28 septembre. Et notamment, renseignez-vous dans la région ici, que ce soit la ville ou les organismes à caractère culturel ou maculture.ca. Bref, allez visiter les sites Internet pour voir un peu la panoplie d'activités. Évidemment, s'il fait beau, c'est encore plus formidable. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous résume les travaux du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque dimanche matin, 9h30 en direct. Mais il y aura une exception le dimanche 5 octobre. Ça sera la 100e émission de Télébingo, puis on va monter la cagnotte à 4 000. Ça veut dire que la carte pleine sera à 2 500 $. Télévision du Richelieu, vous avez nos coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye bye.